Je suis un grand fan de l'univers cinématographique Marvel. Certains ont de plus en plus tendance à le critiquer. J'admets qu'il a certains défauts, mais personnellement je lui trouve beaucoup de qualités. Mais là n'est pas la question. Dans cette vidéo et dans ses suites, on va parler des coulisses de cette saga. Quoi que l'on pense des films du Marvel Cinematic Universe, il est indiscutable qu'ils ont et continuent à marquer l'histoire du cinéma. Il y a à peine 10 ans, lorsqu'un film marchait bien, on lui donnait souvent des suites. Pendant des dizaines d'années, la plupart des sagas étaient des trilogies. Et puis, si les studios voulaient encore capitaliser sur une licence, ils allaient au-delà de 3 films. Parfois, quand ils étaient un petit peu fifous, ils lançaient des spin-offs, des prequels, des reboots. Et parfois, quand ils étaient complètement déglingos, ils réunissaient deux sagas qui n'ont rien à voir à la base pour faire un film crossover. Et Marvel Studios est arrivé et a ringardisé tout ça en important au cinéma une logique venant des comics. L'idée de produire plusieurs sagas qui s'imbriquent les unes dans les autres, avec des personnages qui passent d'un film à l'autre et des films crossover réunissant les différents héros, afin de créer une gigantesque saga, un univers partagé. L'idée était risquée, mais les chiffres du box-office ont bien montré que le public aime ça. Et donc forcément, tous les studios veulent leur univers partagé. On va pas parler de tous les projets, mais on peut citer par exemple Universal qui a lancé son Dark Universe en 2014 avec Dracula Untold, qui a pas trop bien marché, du coup ils ont décidé de le retirer de la saga. On peut par exemple citer Universal qui a lancé son Dark Universe en 2017 avec La Momie. Et on peut également citer Warner qui a lancé son univers partagé consacré aux super-héros de DC Comics, qui a un peu de mal à se lancer. A mon avis, on aura plus d'informations sur son avenir une fois qu'on aura les résultats économiques de Justice League. Et il a également été annoncé en 2016 que Warner compte lancer un univers partagé centré sur la production Hanna-Barbera qui se lancera avec un film Scooby-Doo. Comme quoi ils veulent vraiment lancer des univers partagés sur tout et n'importe quoi. Mais bon, ça peut être bien, wait and see. Je vous propose donc de nous intéresser aux coulisses de cette saga qui a lancé la mode des univers partagés. On va s'intéresser aux gens qui se cachent derrière ces films et on va suivre la création du MCU. Et aujourd'hui on va se concentrer sur les origines de la saga. Bienvenue dans l'histoire du Marvel Cinematic Universe. Ah ben dis donc, elle était longue cette intro, hein. La vidéo le sera aussi d'ailleurs. C'est parti. Notre histoire commence en 1939. Bon, je vous rassure, jusqu'à 2000, on va survoler parce que sinon la vidéo va durer 10 heures. En 1939, Martin Goodman fonde Timely Publication, qui devient Atlas Comics en 1951, puis Marvel Comics 10 ans plus tard. Timely Comics lance quelques super-héros comme la Torche Humaine, Namor et Captain America. Ce dernier est un des personnages les plus importants de l'univers Marvel. Enfin, pas besoin de le préciser, je suppose que la plupart d'entre vous étiez au courant. Il fut créé en 1941 par Joe Simon et Jack Kirby, deux artistes juifs qui voulaient sensibiliser les lecteurs aux dangers du nazisme à une époque où l'Amérique préférait rester neutre dans le conflit. Lorsqu'enfin les États-Unis rentrèrent en guerre, ces histoires ont donc pu être utilisées comme outil de propagande. Mais après la Seconde Guerre mondiale, petit à petit, les super-héros sont devenus has-been et ont disparu. Au début des années 60, c'est un âge d'or pour les super-héros. De nombreux personnages sont créés chez Marvel sous les plumes entre autres de Stan Lee, Jack Kirby et Steve Ditko. Parmi tous ces héros, on peut citer les 4 Fantastiques, Hulk, Spider-Man, Thor, Iron Man. Bon, on va peut-être pas tous les citer. En réponse à la Justice League de distinguer concurrence, Stan Lee et Jack Kirby créent les Avengers, une équipe composée de Iron Man, Thor, Ant-Man, la Guêpe et Hulk qui doivent arrêter Loki. Et la série devient un succès. Quelques épisodes plus tard, les auteurs décident de faire revenir Captain America au sein de l'équipe des Avengers. Il est donc décidé qu'à la fin de la guerre, le super soldat s'est retrouvé congelé, ce qui explique son absence. Il est retrouvé au cours d'une aventure des Avengers et rejoint l'équipe. Les Américains, ils ont Captain America, nous on a Hibernatus. Tout de suite, c'est un peu moins classe. Les bandes dessinées continuent ainsi depuis plus de 50 ans. Le comics, comme le cinéma, c'est un art, mais également une industrie. Afin d'augmenter ses revenus, Marvel vend les droits de ses personnages pour en faire des produits dérivés, mais également des films. Les contrats de vente de droits d'adaptation des comics Marvel, jusqu'aujourd'hui, fonctionnent ainsi. Le studio obtient en échange d'une somme d'argent les droits d'un package contenant un ou plusieurs personnages principaux et des personnages secondaires qui tournent autour de ce personnage principal. Mais il y a toujours des zones d'ombre autour de certains personnages secondaires, donc parfois les scénaristes doivent demander aux juristes s'ils peuvent utiliser tel ou tel perso. Pour chaque adaptation, le studio doit donner un pourcentage des bénéfices à Marvel, ce pourcentage peut varier suivant les négociations faites avant de signer le contrat. Et Marvel a un droit de regard pour vérifier que les personnages de leurs comics sont bien respectés. Mais si au bout d'un certain temps un studio n'a pas utilisé son package de personnages, eh bien il en perd les droits qui reviennent à Marvel. Cette durée avant laquelle le studio doit produire une adaptation peut également varier suivant les contrats. C'est d'ailleurs à cause de cela que la Fox nous a sorti un reboot moisi des 4 Fantastiques en 2015, ou qu'il n'y a eu que 5 ans entre Spider-Man 3 et le reboot The Amazing Spider-Man. Si les studios ne font pas de suite, ils sont obligés de vite rebooter s'ils ne veulent pas perdre la licence. Voyons maintenant une liste non exhaustive et simplifiée des nombreux transferts de licences Marvel entre les différents studios jusqu'en 1997. Pourquoi jusqu'en 1997 Eh bien parce qu'à ce moment-là, il y a eu un événement très important. Et quel est cet événement Eh bien réponse dans une minute. En 1984, Canon, non pas ce Canon, c'est un ancien groupe de cinéma, bref,
Canon achète les droits de Captain America. Un an plus tard, le groupe rachète les droits de Spider-Man. En 1986, le studio allemand Constantin Film achète les droits des 4 Fantastiques. Et en 1994, ils ont produit un film qui n'est pas sorti en salle dans le seul but de ne pas perdre la licence. En 1989, un membre de Canon part diriger 21st Century Film Corporation. Aucun rapport avec la Fox. Et emporte avec lui les droits de Captain America et Spider-Man. Il venda plus tard les droits du tisseur à Columbia qui la même année devint une filiale de Sony. En 1990, Universal rachète les droits d'Iron Man, Hulk et Namor, et 21st Century Film sort son film Captain America. Quelques années plus tard, le Captain est revenu à Marvel. En 1992, New Line achète les droits de Blade, le producteur Ed Pressman achète les droits de Luke Cage. Le film devait être réalisé par un jeune Quentin Tarantino, mais il n'a jamais vu le jour et les droits sont revenus à Marvel. En 1994, la Fox achète les droits d'X-Men et Daredevil. En 1996, la Fox rachète Iron Man à Universal. Plus tard, la Fox a fait un deal avec Constantin Film afin de co-gérer les droits des 4 Fantastiques. Mais on n'en sait pas tellement plus sur ce deal, à part qu'en Allemagne, c'est Constantin qui distribue les films. On va un peu arrêter de parler des droits d'adaptation cinématographique, et on va parler d'un truc un petit peu plus funky. La législation américaine concernant les banqueroutes! En 1989, Ronald Perelman rachète Marvel. Il s'agit d'un homme d'affaires qui s'intéresse pas trop aux comics, il était même pas au courant que Marvel ne possède pas Superman. Pour lui, les comics ne servent qu'à faire vivre la licence, afin d'en vendre les droits pour en faire des films et produits dérivés. Il fait tout pour faire fructifier son achat. Il met en place un système de holdings, il fait rentrer Marvel en bourse. Perelman veut également que Marvel achète diverses entreprises comme Panini. Et ça a très mal tourné. Marvel a fini par avoir près de 500 millions de dollars de dettes. La boîte est sous le contrôle des banques qui lui font créance et en 1996, il faut appliquer le chapitre 11 du volume 11 du Code américain des banqueroutes. Un genre d'équivalent du redressement judiciaire, mais on va pas rentrer dans les détails parce que c'est particulièrement relou. Il se lance alors une bataille pour le contrôle de Marvel. Les 3 camps sont les suivants. Ronald Perelman, l'homme d'affaires qui a conduit Marvel à la banqueroute, Karl Icahn, un homme d'affaires spécialiste des OPA hostiles, et un duo, Isaac Perlmutter, un homme d'affaires qui, comme Perelman, ne connaît rien aux comics, et Avi Arad, également homme d'affaires, un peu moins puissant que Perlmutter, mais grand fan de comics, et qui a produit plusieurs films et séries. Ils étaient tous les deux à la tête de Toy Biz, une entreprise spécialisée dans la vente de jouets, qui avait les droits des licences Marvel, et qui est devenue une filiale de Marvel. Entre les 3 camps, c'est la guerre. Une guerre qui se fait à coups d'avocats, de création de plans pour relancer la boîte, de discussions avec les banquiers, et de coups de pute. Par exemple, Icahn avait proposé aux banques plusieurs centaines de millions pour qu'ils rachètent Marvel. Et pendant la réunion secrète entre les responsables des banques pour décider s'ils acceptaient la proposition, et ils étaient sur le point d'accepter, Avi Arad s'est incrusté à la réunion et leur a dit un truc du genre « Vous acceptez de lui filer Marvel pour des centaines de millions ? Mais Spider-Man tout seul vaut des milliards !» Suite à cela, la guerre est gagnée par Avi Arad et Isaac Perlmutter. Si vous voulez en savoir plus sur toute cette guerre, je vous conseille le documentaire Marvel Renaissance. Une nouvelle équipe de rédacteurs est mise en place pour relancer les comics. Cette équipe va entre autres lancer l'univers Ultimate Marvel dans lequel les personnages sont assez différents de leur version classique. Par exemple, le physique de Nick Fury est inspiré de Samuel L. Jackson, ce qui a bien fait kiffer la star de cinéma fan de comics. Isaac Perlmutter dirige le groupe à New York et tâche de relancer la boîte. D'ailleurs, il semblerait que Perlmutter est vraiment le cliché du gars qui ne s'intéresse qu'au pognon. Par exemple, il aurait parfois tendance à ramasser les trombones par terre et les montrer aux employés en mode « Vous voyez tout l'argent que vous me faites perdre ?» Et il ne supporte pas les gens qui n'impriment pas en recto verso. Et à mon avis, c'est pas pour des raisons écologiques. D'autant qu'il est très ami avec un célèbre climato-sceptique. On reparlera plusieurs fois de Perlmutter à travers ses vidéos, parce qu'il y a pas mal de choses, un petit peu flippantes dirons-nous, à dire à son sujet. Avi Arad devient le chef artistique de Marvel et il s'occupe de vendre des licences à Hollywood et de coproduire des films. Justement, voyons ce qui s'est passé au ciné entre 1998 et 2003. En 1998, New Line sort le film Blade. Le film marche plutôt bien et participe à donner confiance au studio pour produire des films de super-héros. En 1999, Marvel vend les droits de Ghost Rider à Columbia, la Fox vend les droits d'Iron Man à New Line, et la Fox lance le tournage d'X-Men. Et c'est là qu'arrive l'un des héros de notre histoire, Kevin Feige, que vous pouvez prononcer Kevin Feige si vous êtes des boulets. Un petit peu comme Kevin Feige pour l'univers cinématographique Marvel. C'était une autre époque. J'ai changé, vous savez. C'est un grand fan de cinéma et de comics. Après des études dans le domaine de la production de films, il fait un stage à The Donner's Company et devient l'assistant de Lauren Schuler Donner, la productrice d'X-Men. Et donc Kevin Feige travaillait avec elle sur ce film. Avi Arad le remarque et décide d'en faire son assistant au sein de Marvel. X-Men sort en 2000 et tous les studios attendent de voir les résultats économiques de ce film pour mettre en chantier d'autres adaptations de comics. Le film est un succès et ainsi après le premier week-end d'exploitation du film de la Fox, Sony décide de donner le feu vert au film Spider-Man. Et déjà à l'époque, certains disaient que les films de super-héros ce n'est qu'une mode et que dans 2 ans max c'est fini. Je suppose que c'est les mêmes qui ont dit ça à l'époque de la sortie d'Avengers ou encore aujourd'hui. Ils sont longs vos 2 ans les mecs quand même.
La même année, Artisan Entertainment achète les droits d'une quinzaine de persos, dont Captain America, Black Panther, Black Widow, Deadpool, Iron Fist, Ant-Man et le Punisher. En 2002, Spider-Man sort et c'est un immense succès. Les super-héros sont de plus en plus à la mode et les adaptations s'enchaînent dans tous les studios. L'année suivante, Lionsgate rachète Artisan Entertainment et garde certains héros dont Artisan avait les droits, comme Black Widow, Punisher et Iron Fist. Les autres sont allés vers d'autres studios ou sont retournés à Marvel. Columbia achète Luke Cage et Universal sort le film Hulk qui a pas super bien marché. En 2003, David Maisel, un homme d'affaires spécialisé dans la direction d'entreprises de divertissement, rencontre Avi Arad et Isaac Perlmutter et leur propose une idée. Au lieu de continuer à vendre des licences à des studios américains qui ne vont renverser à Marvel que des miettes, et si Marvel finançait et produisait ses propres films. L'idée est assez alléchante mais dangereuse, parce que Marvel sort tout juste d'une banqueroute et le projet est risqué. Néanmoins, Marvel arrête de vendre les licences aux autres studios et rompt donc les discussions qui étaient en cours avec Warner pour leur vendre Captain America et avec Columbia pour leur vendre Thor. De plus, Marvel embauche David Maisel, qui devient directeur des opérations de Marvel Studios, sous le contrôle d'Avi Arad, qui en était le PDG, et d'Isaac Perlmutter, PDG de Marvel Entertainment. Ainsi, Maisel a pour tâche de lancer le studio et de lui trouver des investissements afin qu'il puisse financer les films. Donc au fond, Maisel c'est vraiment le gars grâce à qui tout a commencé. Sans lui, pas de MCU. En 2005, Maisel ou Arad, on sait pas trop, ils ont pas l'air trop d'accord là-dessus, contactent Universal et leur proposent que Marvel rachète les droits de production de Hulk, et assure d'en réaliser au moins un qui coûtera plus de 100 millions de dollars, et Universal garde les droits de distribution. Traduction, Marvel a les droits du géant vert, mais en cas de production d'un film centré sur Hulk, Universal a la priorité pour le distribuer. Universal, motivé par les résultats en demi-teinte du précédent film et par la garantie de faire de l'argent sans prendre trop de risques, accepte. La même année, David Maisel trouve un moyen de financer les films de Marvel Studios. La banque d'investissement Merrill Lynch accorde un prêt de 525 millions de dollars au groupe Marvel, ce qui est supérieur à la valeur de Marvel Entertainment à l'époque. Et ce prêt est très risqué pour Marvel, parce que si les films ne marchent pas, ils risquent de refaire une banqueroute à cause des dettes. Et il est aussi très risqué pour Merrill Lynch, parce que si Marvel se plante, il y a un risque qu'il ne puisse jamais rembourser le prêt. Mais David Maisel a proposé un deal qui règle ces problèmes. Dans le cas où Marvel ne parvient pas à rembourser son prêt d'ici 7 ans, son ardoise est effacée, mais Marvel doit céder à Merrill Lynch les droits ciné des licences Captain America, Avengers, Nick Fury, Black Panther, Ant-Man, Cloak and Dagger, Doctor Strange, Hawkeye, Power Pack et Shang-Chi. Et donc il resterait plus beaucoup de personnages à Marvel. Marvel finance donc tout seul ces films, qui sont donc des films indépendants. Oui, ça fait bizarre de se dire que les premiers films de Marvel Studios sont des films indépendants, mais c'est vrai, de même que les épisodes 5 et 3 de Star Wars. Marvel récupère les droits d'Iron Man et décide d'en faire son premier film, suivi de Hulk. Au passage, à partir de là, je vais pas tout le temps vous dire si tel ou tel personnage est revenu à Marvel. Déjà parce que ce genre d'information est pas tout le temps rendu public, et en plus parce que c'est relou. Donc petit moyen mémotechnique, si Marvel Studios utilise un personnage, c'est qu'ils en ont récupéré les droits. Bon, à part Spider-Man et les personnages qui lui tournent autour. Ça c'est à part, on en discutera dans très longtemps. Après des discussions qui ont échoué avec Universal, il est décidé que c'est Paramount qui distribuera les films Marvel sur les territoires nord-américains et quelques autres, et touche 10% des bénéfices. Pour le film L'Incroyable Hulk, c'est donc Universal qui a les droits de distribution. Et les droits de distribution des films Iron Man et L'Incroyable Hulk sont plus tard vendus à l'international à d'autres entreprises par Marvel. Par exemple en France, c'est S&D, filiale de M6, qui achète les droits. Et United International Pictures, une entreprise appartenant à la fois à Universal et Paramount, a acheté les droits pour divers pays, comme par exemple la Belgique, l'Argentine ou la Suède. Fin 2005, David Maisel quitte Marvel Studios pour devenir un important exécutif du groupe Marvel, et donc il reste influent sur la production des films. Il est remplacé par Michael Elfant. Marvel Studios est donc à ce moment dirigé par 3 personnes. Avi Arad, qui est à la fois le boss artistique et économique de la boîte, Michael Elfant, qui se concentre sur le pognon, et Kevin Feige, l'assistant d'Arad devenu vice-président en charge de la production, qui donc se focus sur la création de films Marvel Studios, tandis que les deux autres travaillent également sur les séries et films produits par la filiale Marvel Animation. Plusieurs films sont mis en développement, et par exemple un membre de Marvel, visiblement Kevin Feige, a repéré que parmi les personnages dont Marvel a les droits, il y a les membres principaux des Avengers. C'est de là que vient l'idée que si les films marchent, Marvel pourrait faire un film les réunissant tous ensemble. C'est donc de là que vient l'idée de faire évoluer les films dans le même univers et de faire des crossovers, même si l'idée a mis pas mal de temps à se concrétiser. Marvel met en place un comité créatif qui a pour but de donner des idées et encadrer la conception des films. Ce comité est constitué à l'époque de Alan Fine, qui était responsable du marketing du groupe, Dan Buckley et Joe Quesada, président et éditeur en chef de Marvel Comics, Craig Kyle, auteur chez Marvel Comics et producteur chez Marvel Animation, et enfin Sidney Guinness, producteur de cinéma. Le réalisateur Jon Favreau, qui discutait depuis longtemps avec Avi Arad, s'intéresse à Captain America et propose à Marvel d'en faire une comédie. Mais finalement, il préfère travailler sur Iron Man. Il signe en avril 2006 pour diriger le film dont une première version du script avait été écrite avant son arrivée. Jon Favreau s'occupe également de produire le film avec sa société de production. Les responsables de Marvel Studios étaient également en discussion depuis plusieurs années avec Will Leterrier, qui voulait réaliser un film sur un héros peu connu, mais Marvel lui propose de réaliser l'incroyable Hulk. Il finit par accepter. Le film est coproduit par Valhalla Motion Pictures qui avait déjà produit le précédent film Hulk. Enfin, Edgar Wright est également engagé pour réaliser Ant-Man et pour l'écrire avec Joe Cornish. Ils ont quand même passé pas mal d'années à le faire ce film.
Le film devait être coproduit par Big Talk Productions, qui a produit tous les autres films d'Edgar Wright. D'autres films sont mis en développement, notamment Thor, dont l'écriture est confiée à Mark Protosevich, et Captain America est confié au scénariste David Self. Mais visiblement, son texte n'a pas été utilisé finalement. Il aurait également écrit des scripts pour d'éventuels films Deathlock et Namor, qui à l'époque appartenaient à Universal, et aujourd'hui, on sait pas trop, c'est un peu flou. Le développement des scénarios a néanmoins dû être mis en pause entre novembre 2007 et février 2008 à cause de la grève des scénaristes. La production des films avance petit à petit. Marvel supervise l'artistique, mais d'autres boîtes aident à gérer la production. Et les équipes des films restent assez indépendantes les unes des autres, ce qui explique que Iron Man et l'Incroyable Hulk ont un ton assez différent. Et pendant ce temps, de grands changements s'opèrent au sein de Marvel Studios. En mai 2006, Avi Arad décide de quitter Marvel. Visiblement, lui et David Maisel avaient des plans différents sur la production des films, et Isaac Perlmutter a donné raison à Maisel. Bon, après, il y a plein de versions différentes, mais c'est la raison la plus probable. Avi Arad a donc récupéré l'argent qu'il avait investi dans Marvel, et a quitté ses fonctions. Néanmoins, il continue à travailler sur les films Iron Man et l'Incroyable Hulk, et est donc crédité comme producteur. Il fonde ensuite sa société de production, depuis il aide Sony à superviser la licence Spider-Man. Et il produit divers autres films comme Ghost in the Shell. L'équipe de Marvel Studios prend petit à petit forme et recrute. Notamment des responsables du marketing, de la post-production et de la gestion économique. Et en mars 2007, à l'aube du tournage d'Iron Man, Marvel vire Michael Elfant, président et directeur des opérations de Marvel Studios pour des raisons inconnues. Un jeune studio qui vire un de ses hauts représentants au début de la production du premier film, ça pue un peu quand même. Mais bon, là pour Marvel Studios, ça s'est plutôt bien passé. David Maisel, en plus de son boulot au sein de la maison mère, devient président du conseil de Marvel Studios. Et Kevin Feige passe vite de président de la production à président tout court de Marvel Studios. Il a donc le contrôle sur tout ce que fait Marvel Studios et sa filiale Marvel Animation, sous la supervision de Maisel. C'est donc à partir de ce moment-là que Kevin Feige devient l'architecte du Marvel Cinematic Universe. Du coup, on ne citera pas forcément Kevin Feige dans tous les épisodes, mais faut bien comprendre qu'il est derrière toutes les décisions faites sur les films. Parfois c'est lui qui a l'idée, mais d'autres fois il ne fait que choisir et valider les décisions de ses collaborateurs et des artistes qui travaillent sur les films. Et c'est ici que nous allons nous quitter. On se retrouve bientôt pour un épisode entièrement centré sur les coulisses du film Iron Man, et promis, là on n'aura pas à parler de droit, bataille juridique et autre chose un peu rébarbative. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager, déjà parce que ça fait du bien à mon petit cœur, et aussi parce qu'avoir un peu plus de visibilité ferait aussi du bien à mon petit cœur. On se retrouve bientôt dès que la vidéo consacrée à Iron Man sera prête.